Bonjour à tous, merci d'être là. Oui, donc on va parler dans cette table ronde d'un sujet qui est quand même assez délicat, puisqu'on voit tous les usages numériques explosent. Ils représentent déjà, selon l'ADEME, 2,5% des émissions de gaz à effet de serre, et ça devrait tripler, si je ne me trompe, d'ici à 2030, si on ne fait rien. Donc il y a un vrai enjeu. Et comment concilier la croissance et la décarbonation? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faudra bientôt avoir des certificats d'économie d'énergie numérique ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il faudra limiter les usages? On va aborder ce sujet. Je passe tout de suite la parole à Cécile Diguet, qui était donc directrice du département aménagement et urbanisme à l'Institut Paris Région jusqu'à cet été, qui a fondé Studio Dégel et qui connaît très très bien ces sujets, notamment des sujets des data centers. Et on l'excuse par avance parce qu'elle devra nous quitter dans un quart d'heure en raison du décalage de la table ronde. Voilà, décalage horaire. Bonjour et merci pour cette invitation. Alors moi j'ai effectivement beaucoup travaillé sur la question des centres de données numériques, donc stockage et traitement des données, qui sont finalement la partie la plus visible dans les villes, dans les territoires du système numérique. Pourquoi j'ai voulu travailler dessus depuis à peu près 2017? Parce que aussi on parlait beaucoup de Smart City sans vraiment parler du back-office derrière, sans parler vraiment des coulisses. Et ces objets, ces bâtiments, les data centers, depuis ces années-là et depuis encore plus 3-4 ans, se développent énormément, en particulier en Ile-de-France, puisqu'en Ile-de-France, on a un tiers des data centers de toute la France, et avec plusieurs questions qui se posent en termes d'impact, qui sont à la fois en termes de carbone, mais aussi plus largement des impacts environnementaux. On se focalise très souvent sur les consommations d'électricité, puisqu'effectivement, je pense que RTE en parlera, il y a une prospective sur des consommations qui sont assez faramineuses, mais il y a plusieurs questions qui sont moins abordées. Il y a la consommation d'eau, juste pour dire... Oui, l'eau. Pourquoi l'eau? Voilà, pourquoi l'eau? Eh bien, parce qu'il faut d'une part refroidir les data centers qui chauffent beaucoup, mais aussi parce que la production d'électricité nécessite de l'eau. Donc, quand on parle de l'empreinte eau du numérique, il y a aujourd'hui tout un pan de cette consommation d'eau, pas juste les prélèvements, c'est-à-dire l'évaporation, qui est souvent minimisée. Et puis, troisième sujet, c'est le sujet du foncier, des sols, puisqu'aujourd'hui, on essaye quand même de préserver les sols. Et ce qui se passe, c'est que vu que les data centers sont de plus en plus grands, donc on n'est plus sur du 5 000 ou du 10 000 m², on est sur du 60 000, 80 000 m², et des parcelles qui font 10, 15, voire 20 hectares aujourd'hui, qui se positionnent plutôt aux franges métropolitaines de l'agglomération parisienne, alors qu'auparavant, on était plus sur des territoires métropolitains en réalité. Et donc là, ça pose des questions de consommation foncière. Ça pose d'autres questions aussi en termes de grands paysages, puisque finalement, on est sur des objets qui ressemblent à des entrepôts logistiques, donc sur des secteurs type Villaroche, par exemple, ou près de Melun, où on va avoir, en plus des entrepôts logistiques, des entrepôts de données numériques qui peuvent poser question en termes de choix territoriaux. Merci Cécile. Alors vous nous avez dressé le tableau des défis que ça représente. Vivien, vous vous occupez donc vous êtes à RTE. Et RTE a un rôle de veille sur les puissances demandées par ces data centers, et c'est assez faramineux l'explosion à laquelle on se prépare. Oui, alors en effet, depuis 5 ans environ maintenant, on observe côté RTE, donc gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à haute et très haute tension, une augmentation assez significative du nombre de demandes de raccordement au réseau électrique émanant de data centers, avec des niveaux de consommation électrique associés qui eux-mêmes effectivement sont significatifs. Donc pour vous donner une idée de cette dynamique, aujourd'hui en Ile-de-France, on a 5 data centers qui sont raccordés au réseau de transport d'électricité. La grande majorité, d'ailleurs, sont des data centers qui s'y sont raccordés assez récemment, en 2023-2024. Donc 5 raccordés aujourd'hui, mais en revanche, une trentaine de data centers qui ont signé un contrat avec RTE donc pour être raccordés au réseau de transport d'électricité. Et à cette trentaine de data centers, on peut encore rajouter 25 data centers environ pour lesquels le raccordement est à l'étude, donc qui sont moins avancés dans le processus contractuel. Et si on prend l'ensemble de ces data centers donc raccordés, en cours de raccordement ou à l'étude côté RTE, donc une soixantaine de data centers, on arrive sur un niveau de consommation électrique potentiel qui serait l'équivalent de la consommation du territoire de la métropole du Grand Paris en hiver,
pour simplifier. Donc on voit un niveau de consommation effectivement très important. Et un autre chiffre que je peux vous donner, c'est qu'aujourd'hui, l'Île-de-France, ça représente environ 75% des demandes de raccordement de data centers au réseau de transport d'électricité traitées par RTE. Donc on a une vraie préférence francilienne qui s'exprime aujourd'hui et qui fait effectivement de cet enjeu un enjeu régional fort. Je crois même que vous avez fait une prospective sur l'augmentation de la consommation d'électricité pour toute l'Île-de-France à l'horizon 2040, pardon, et que là-dessus, les data centers pourraient constituer un tiers de la consommation. Alors tout à fait, effectivement, dans cet exercice prospectif, donc qui prend pour année de référence 2019, on imagine un doublement de la consommation électrique en Île-de-France à l'horizon 2040. Alors une partie de ce doublement, effectivement, serait portée par de la décarbonation des usages en matière de mobilité, en matière d'industrie, en matière de chauffage, donc en phase avec l'objectif public de neutralité carbone. Mais effectivement, les data centers représentent une source importante de consommation et pourraient représenter, selon nos hypothèses, un tiers de la consommation d'électricité régionale en 2040. Merci Vivien. Karel Mboda-Paté, donc vous êtes délégué régional Sud et Est pour Orange. Donc les réseaux téléphoniques, les réseaux, on ne peut plus très bien les appeler téléphoniques, mais les réseaux fixes et mobiles, ça représente une consommation électrique qui n'est pas du tout négligeable. Et expliquez-nous comment vous allez la diminuer. Alors déjà, ça a été un vrai sujet stratégique puisque dans notre plan Lead the Future, il a été embarqué que Orange allait être net zéro carbone à l'horizon 2040. Donc ça, évidemment, il y a les accords de Paris dans lesquels nous sommes fondamentalement investis. Mais le chiffre, pour vous donner l'effort attendu en termes de réduction, ça veut dire que nous devons réduire jusqu'en 2040 nos émissions de CO2 de 90%. Donc, ce qui est un effort assez conséquent. Donc, si on regarde sur une première durée de ce plan, donc de 2020 à 2030, cette baisse, cette réduction doit être à hauteur de 45% sur les scopes 1, 2 et 3 de nos émissions CO2. Et aujourd'hui, on peut se dire que l'ensemble des efforts que nous portons avec toute une filière portent leurs fruits, puisque nous sommes heureux d'annoncer que nous sommes déjà à 36%, donc plutôt bien partis pour atteindre cet objectif. De manière concrète, comment cela se traduit ? Ça se traduit par 3 actions assez fortes. La première action que tout le monde connaît, c'est le recyclage. On recycle, que ce soit les équipements de nos partenaires, les terminaux mobiles, ou en fait tous les équipements qui sont actifs dans nos réseaux. La deuxième action forte, ça va être l'éco-conception. Donc, dès la construction de nos équipements, les Livebox notamment, on s'organise pour les construire sur des matériaux qui permettent une durabilité beaucoup plus longue et une consommation très basse. Et enfin, le troisième point, évidemment, c'est l'économie circulaire qui permet, voilà, justement, d'avoir de moins en moins d'impact et de s'assurer de cette fluidité, on va dire, dans toute la diffusion des produits. Il faut aussi avoir en tête, ça c'est un élément qu'on commence à entendre, c'est que nous devons aussi, pour baisser ces émissions de carbone, réduire l'ensemble des réseaux qui existent. Après la 2G, la 3G, la 4G, la 5G, nous voyons bien qu'il y a un véritable enjeu de se dire qu'on doit éteindre certains réseaux, dont notamment on va éteindre la 1G, la 2G, ça c'est visible, mais surtout pour tout le monde, en 2030, Orange, qui est propriétaire du réseau cuivre, a décidé avec le concours de l'ARCEP et de tout l'écosystème, les collectivités, mais aussi les différentes associations, de fermer de manière programmée son réseau cuivre, ce qui veut dire qu'on va donc pouvoir utiliser que le réseau fibre, et donc qui est un réseau qui est plus solide, qui est moins résistant aux intempéries, et surtout, évidemment, qui a un impact énergétique beaucoup plus faible que le réseau cuivre. Et en matière de réseaux mobiles, je crois que vous me disiez que les réseaux 2G et 3G, c'est plus de la moitié des consommations électriques des réseaux mobiles. Hein, donc c'est important. C'est pas exactement, tout à fait. C'est pour ça qu'on est sur la partie 4G, 5G. La 5G, on a vu lors des derniers Jeux Olympiques, qui en termes à la fois de disponibilité, mais surtout de consommation, est un réseau qui a très faible consommation comparé à ses ancêtres. Merci. Alors, il y a ce côté être plus sobre dans les réseaux, dans les constructions, dans les terminaux, mais il y a aussi les usages. Philippe Desmaisons, vous êtes directeur du développement durable d'Amazon Web Services, donc ça c'est le cloud d'Amazon. Et justement, vous voyez vos usages progresser d'une façon très 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 sensible. Malgré tout, vous avez des objectifs de neutralité carbone. Comment est-ce que vous faites ? Alors, je pense que pour tout le monde, il est peut-être important de situer ce qu'est un
cloud versus un data center. Parce qu'en fait, on va dire que pour tout le monde, c'est un peu pareil, mais ce n'est pas exactement pareil. Parce qu'effectivement, un data center, on voit bien ce que c'est. C'est effectivement, comme l'a dit Cécile, ce sont des murs avec des serveurs à l'intérieur. Donc, ce sont des ordinateurs sans écran, grosso modo. Et puis, on va dire, le cloud, c'est des murs avec des serveurs dedans. Et quelle est la différence ? En fait, c'est un data center pour quoi faire ? En fait, dans un cas, le data center est privé. Et dans un autre cas, il est partagé. Donc, si je dois faire une analogie avec la mobilité, en fait, nous, on va être le transport en commun de l'informatique. C'est-à-dire qu'on va mettre à disposition l'ensemble de ces ressources informatiques qu'on va partager au travers de tous les clients. Donc, quand on est né en 2006, parce qu'effectivement, les data centers, ça existe depuis pas mal de temps, en 2006, on va dire qu'on pouvait se situer dans une logique un peu de covoiturage, si on fait toujours cette logique avec la mobilité. Pourquoi ? Parce que finalement, qu'est-ce qui différencie une voiture d'une autre voiture, comme un data center d'un autre data center ? C'est qu'on pourrait dire que nous, on est dans un covoiturage où il y aurait tout le temps 5 personnes à l'intérieur, et puis dès qu'il y en a un qui descend, il y en a un qui remonte. Et on partage, en fait, ces ressources-là. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça, c'est déjà le premier élément à avoir en tête. Ensuite, on parle souvent aussi d'hébergeur. Un hébergeur, c'est quelqu'un qui va héberger l'ensemble de l'informatique d'un de ses clients. Le cloud, c'est pas ça. Le cloud, c'est du self-service. C'est-à-dire qu'en fait, le client, il a vraiment la main sur ce qu'il fait. Mais d'un autre côté, par contre, tout le reste, ça incombe à AWS, donc à Amazon Web Services. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour répondre exactement à votre question pour essayer de minimiser l'impact ? Déjà, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais la première des choses, on parlait du foncier tout à l'heure, c'est d'essayer en priorité, et c'est ce qu'on fait en Ile-de-France, d'essayer de trouver en fait des friches industrielles. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, ou encore mieux, des anciens data centers. Parce qu'en fait, aujourd'hui, des clients migrent de leur data center privé vers le cloud. Et donc, il y a effectivement ces environnements à récupérer. Et ça, c'est déjà une première. On parle de logements vacants, on parle de data centers vacants également. Et ensuite, dès lors que ces data centers, on va les construire. Si on les construit, systématiquement, le béton, c'est loin d'être neutre. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est systématiquement du béton bas carbone. D'ailleurs, le groupe Amazon a même investi directement dans une entreprise qui s'appelle Carbon Cure pour fabriquer du béton avec moins 40% d'émissions associées. Pareil pour l'acier, acier recyclé, facteur 5 d'émissions. Donc ça, c'est pour les murs. Et puis pour les serveurs en eux-mêmes, et d'ailleurs le critère essentiel qui se cachait derrière ce choix historiquement, et en fait, nous concevons 100% de nos équipements. Et ce n'était pas au départ parce qu'on voulait avoir une logique écologique en 2006, j'aurais bien aimé, mais c'était essentiellement lié à la sécurité et à l'économie. Donc concevoir l'ensemble de ces équipements, c'était extrêmement important. D'abord parce que comme ça, on contrôlait la sécurité de bout en bout, mais on contrôle la consommation électrique, ce qui est un centre de coût énorme pour nous. Voilà, donc ces éléments-là font qu'aujourd'hui, pour l'eau, pareil, on va faire des efforts. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va travailler sur un de ces éléments-là, on va systématiquement essayer d'avoir le moins d'impact possible. Merci Philippe. Geoffroy Boulard, vous êtes vice-président de la métropole, délégué à la communication, mais aussi au numérique, surtout au numérique en ce qui nous concerne. Et donc vous essayez de sensibiliser les maires à deux choses, si j'ai bien compris, justement à l'impact dans l'espace que peuvent représenter les data centers qui veulent s'implanter chez eux, mais aussi à leurs propres usages du numérique. Oui, effectivement, la métropole du Grand Paris, c'est 131 communes, c'est 7,2 millions d'habitants, c'est la zone dense de l'agglomération parisienne. Et donc, on a, depuis, sous l'impulsion du président Ollier, un schéma d'aménagement numérique qui a été adopté il y a 5 ans, qui a placé l'innovation et le numérique comme un levier aussi de développement, d'attractivité, de modernisation des communes. Et les communes, elles ont tendance à être digitalisées. Donc, on en parle effectivement à travers cette table ronde, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu sur la data, sur l'utilisation de la donnée, le stockage de la donnée. Alors nous, on n'intervient pas directement sur les data centers. Les maires, on va les inviter à digitaliser, bien sûr, à moderniser, à apporter de nouveaux services publics numériques, mais aussi à travailler sur la sobriété numérique des administrations. Et donc on a lancé, par exemple,
un dispositif expérimental avec plusieurs communes pour auditer et scanner les pratiques et faire prendre conscience aux agents des différentes collectivités du poids sur les consommations énergétiques, sur le réseau, et donc des petits gestes du quotidien qui peuvent être faits pour diminuer les consommations. Donc ça, on accompagne des communes en ce sens. Nous, on a évidemment comme enjeu de développer les solutions numériques et innovantes, qui ne sont pas que numériques aussi, au service des collectivités. On a un programme qui s'appelle Innover dans la ville, qui accompagne les communes avec des experts, y compris avec des approches low-tech sur un certain nombre d'outils numériques. C'est très important aussi de l'intégrer. Donc on est concerné par ce sujet. Donc il y a un mouvement important. On a financé 200 projets depuis 2018 à la métropole du Grand Paris, en lien avec l'innovation, en lien avec le numérique, soit pour digitaliser les services de la commune, ou plusieurs communes, ou d'apporter de nouveaux services publics numériques. On a aussi un sujet qui nous tient à cœur, c'est notamment de participer très concrètement à la réduction de la fracture numérique. Et ça, c'est un programme qu'on va lancer la semaine prochaine, Numérique pour tous. C'est le premier programme national d'envergure pour l'inclusion numérique et rapprocher évidemment les publics les plus vulnérables des usages qui sont maintenant quotidiens et permanents. Mais on sait aussi, il y a des études qui montrent que 12 millions de Français sont éloignés du numérique. Donc c'est un enjeu pour nous. Et pour revenir au sujet, on a aussi des programmes d'achat responsable et circulaire, très important. L'économie circulaire est utilisée. On reconditionne, on a des filières aussi de reconditionnement de matériaux, de matériel informatique et aussi numérique à destination des communes, et on cherche à mutualiser à travers des plateformes. Tout ça est évidemment très, très important, et le développement de l'intelligence artificielle dans les solutions qui sont utilisées par les maires pour changer leur ville et l'adapter aux contraintes nouvelles et à venir, et qu'on connaît, les aspects climatiques notamment, nous amène aussi à avoir une politique très volontariste vis-à-vis des communes pour soutenir tous leurs efforts. Oui, parce qu'on l'a dit, il y a une part importante des matériels. Je crois que c'est les 3/4 de l'empreinte carbone du numérique qui viennent des matériels, donc il ne faut pas le négliger. D'où l'importance de la durée de vie, du recyclage, etc. Mais il y a l'intelligence artificielle qui arrive et qui menace de faire exploser les consommations électriques et numériques. Vivien, vous y préparez parce que vous travaillez, je crois, justement sur comment est-ce qu'on pourrait positionner les data centers pour que ça ait le moins d'effet sur les réseaux électriques, pour que ça soit le plus approprié. Oui, tout à fait, puisqu'en fait, l'une des conséquences de ce développement très significatif des data centers, c'est le risque de créer des situations de saturation sur le réseau électrique. Donc très concrètement, quand vous avez un ou plusieurs data centers de forte puissance qui s'implantent dans une zone et qui se raccordent au réseau de transport d'électricité, la capacité électrique qui était disponible dans cette zone, finalement peut être consommée. La conséquence, c'est que si demain un autre utilisateur, data center, acteur industriel ou autre, souhaite s'implanter dans cette zone, les travaux de raccordement à réaliser seront très conséquents, avec derrière des coûts et des délais orientés à la hausse et qui pourraient sans doute pour certains acteurs être rédhibitoires. Donc face à ce risque, RTE a souhaité, avec l'Institut Paris Région et l'accompagnement des services de l'État en région et de la région Île-de-France, engager une étude visant à identifier des secteurs préférentiels pour l'implantation des futurs data centers. Donc concrètement, nous croisons différentes données, la capacité électrique disponible sur le réseau, les possibilités de valorisation de la chaleur fatale, le caractère déjà artificialisé ou pas du foncier disponible, les nouvelles orientations du schéma directeur de la région Île-de-France qui a été adopté en septembre, et d'autres choses. Et notre idée, c'est d'essayer d'aboutir à des zones qui seraient, vu tous les enjeux qu'on évoque, a priori préférentielles pour l'implantation des data centers, et avec un objectif derrière, c'est d'orienter les data centers vers ces zones-là et de proposer des solutions de raccordement qui, d'emblée, intègrent finalement toute cette dynamique de consommation qui arrive, et donc des solutions qui, pour résumer, seraient mutualisées entre les différents consommateurs, seraient plus optimisées d'un point de vue électrique, environnemental et économique.
vous pouvez nous dire quelles sont ces zones en Île-de-France? Alors, je ne peux pas vous dire pour l'instant ce que sont ces zones parce que l'étude est toujours en On cours. est déçus. Et là, nous rentrons effectivement dans une nouvelle phase du travail qui va consister à aller présenter les premiers résultats de cette étude aux représentants de l'État localement, et notamment au niveau des sous-préfectures concernées, pour voir finalement si ces zones telles que nous les imaginons préférentielles sur la base de ce travail théorique, eh bien, effectivement, se confortent une fois le dialogue engagé avec les acteurs locaux. Et en tout cas, il y a une question qui reste ouverte aujourd'hui, c'est celle de savoir comment, à terme, les conclusions de cette étude pourront être retranscrites en véritables principes d'aménagement du territoire. Dans quel cadre, dans quel document, avec quels outils? Cette question, aujourd'hui, elle reste ouverte, mais en tout cas, nous, ce qu'on a constaté ces dernières années, et notamment dans le cadre de cette étude, c'est vraiment une sensibilité de plus en plus forte des différents acteurs régionaux à ce sujet du développement très fort des data centers et aux différents enjeux qui y sont associés. Merci. Alors, on l'a vu, les réseaux ou les data centers peuvent être beaucoup plus sobres en énergie. Et il y a effectivement des gains énergétiques très importants à réaliser. Le problème, c'est que les usages n'arrêtent pas de croître et qu'il y a un effet rebond. Orange, vous travaillez pour essayer de sensibiliser vos clients à cet effet. Et qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors, vous avez raison de dire que le seul moyen d'engager, c'est de sensibiliser les individus sur quelle est leur action et quel est leur impact. Alors, il y a 4 ans déjà, en 2020, nous avons mis en place un service qui, depuis, est devenu une application qui est disponible sur les différents stores, qui s'appelle Mon empreinte carbone numérique. Donc, cette application vous permet de pouvoir accéder en temps réel à votre consommation numérique. Donc, quelle que soit l'utilisation que vous en faites, en mobilité, sur la 2G, la 3G, la 4G. Et ça vous permet, enfin surtout la 4G, la 5G d'ailleurs, et cela vous permet de pouvoir mesurer concrètement, avec tous les usages dont on vient de parler, quel est l'impact que vous avez, et donc forcément de mener les actions nécessaires pour vous permettre de diminuer votre empreinte. Donc cette sensibilisation-là est extrêmement forte, et l'ensemble de nos consommateurs et de nos clients Orange, en tout cas, ils sont très attachés. Je finirai par un clin d'œil, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a aujourd'hui Philippe Vola qui est attaché de presse, dont c'est la dernière session, qui a beaucoup œuvré aux côtés du journal du Grand Paris. Pas dans la décarbonation, mais en tout cas dans son attachement, dans la bonne relation entre Orange. Donc je lui fais un petit clin d'œil, c'est sa dernière session. Philippe Desmaisons, vous aussi, vous essayez, on parlait de l'explosion de l'IA, et en fait, tous les moteurs d'IA ne se valent pas. En termes d'empreinte carbone, en termes de performance, je suis bien incapable d'en juger. Et donc, vous aussi, vous essayez d'orienter vos clients, donc les entreprises, vers des modèles d'IA plus frugaux. Alors, de manière générale, oui, effectivement. Notre travail, on parlait tout à l'heure de responsabilité partagée, on doit faire que le data center soit le moins impactant possible. Nous, c'est aussi notre devoir d'accompagner les clients dans l'usage, puisqu'ils sont en self-service de ça, que ce soit pour l'IA ou pour autre chose. Tout à l'heure, vous parliez d'effet rebond. L'effet rebond, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender pour les gens. Et d'ailleurs, même que l'empreinte CO2, on se rend compte que c'est très complexe. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'effet rebond ? C'est ni plus ni moins que parce que quelque chose, finalement, est moins cher, et ben ou alors plus accessible, plus facile, on va en consommer plus. Donc, si vous voulez briller le soir à la veillée, ça s'appelle le paradoxe de Jevons. Ce monsieur a découvert que parce que les moteurs à vapeur étaient finalement moins consommateurs de charbon, il était persuadé que le charbon allait baisser en fait en quantité. C'est l'inverse qui s'est passé. Il y a eu plus de machines à vapeur, donc plus de charbon. Eh bien, pour le numérique, de manière générale, c'est exactement la même chose. C'est notre ennemi, c'est mon ennemi, cet effet rebond. Et pour ça, en fait, on essaye d'accompagner avec des outils et carrément aussi du conseil gratuit auprès de nos clients pour baisser véritablement l'effet rebond. Merci. Geoffroy Boulard, vous vous sentez concerné en tant que maire de la métropole par l'effet rebond ? Oui, pour peut-être rebondir sur ce qui venait d'être dit et l'illustrer concrètement, la métropole est lauréate d'un appel à projet de l'État dans le cadre de France 2030 sur l'IA frugale au service de la transition écologique, donc avec des partenaires privés, qui nous permettent de proposer aux collectivités de piloter notamment les consommations énergétiques en fonction
du réseau et d'effacer un certain nombre de consommations en fonction de la situation du réseau. Et donc c'est développé sur 55 communes sur la métropole, et on a un dispositif qui va être encore plus performant grâce à cet appel à projet pour lequel la métropole est engagée à travers plusieurs communes, sur 5 à 6 communes. Et donc voilà, il y a des travaux concrets des communes qui sont engagées sur ces sujets d'IA frugale au service de la transition. C'est un véritable enjeu pour toutes les communes, tous les maires évidemment, et on est pleinement engagé pour accompagner tous les projets. Je vous remercie, mais on va être la table ronde la plus frugale puisqu'on va terminer exactement au Kong.